Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page du Point pour ce nouveau Facebook Live donc. Et pour une fois n'est pas coutume, nous allons parler santé pour un Facebook Live, exit la politique et l'international. Aujourd'hui donc nous allons parler, comme vous le savez, je vous l'ai annoncé sur la page Facebook, je suis Thomas Bourgeois-Muller, je suis Community Manager au Point. Et on va parler donc vaccin, vaccination, santé. Alors aujourd'hui je suis donc avec Philippe Sansonetti. Philippe Sansonetti, bonjour. Donc vous êtes chercheur en microbiologie à l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France. Et vous sortez donc ce livre, qui a déjà valu un article dans Le Point d'ailleurs, Vaccins, pourquoi ils sont indispensables. Voilà, donc le voici. Et avec moi, donc pour réaliser cette interview, et surtout pour réaliser cette interview, parce que moi tout seul je ne ferai rien, Gwendoline Dos Santos. Bonjour Gwendoline. Donc Gwendoline, tu es donc journaliste au Point aussi, et tu es donc là pour mener l'interview. Tu es spécialisée en sciences et en santé, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc tu vas mener cette interview avec le professeur. Voilà, donc moi je suis là, je suis au milieu, c'est vrai que je suis un peu entre vous deux, c'est peut-être un peu étrange, mais c'est petit ici. Mais en tout cas, moi je livre toutes vos questions, donc je les transmets, je relaye vos témoignages si vous en avez. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que vous avez des amis intéressés par ce sujet-là. On va donc parler vaccins. Donc voilà, je regarderai mon téléphone et je transmettrai vos questions. Gwendoline, c'est à toi. Alors Philippe Sansonetti, selon un sondage Ipsos en octobre dernier, à peine plus de la moitié des Français pensent que les vaccins présentent plus de bénéfices que de risques. On voit aussi une vaste étude menée dans 67 pays qui montre que la France est la nation la plus sceptique envers la vaccination. C'est un comble au pays de Pasteur. Est-ce que c'est ce climat de doute qui vous a poussé à écrire ce livre ? C'est une des raisons, c'est pas la seule. C'est une des raisons, oui, je peux pas le nier. Je suis très angoissé en fait de cette situation. Je voudrais bien être sûr que les chiffres sont réellement ce qu'on en dit. À force de les marteler comme ça va finir par s'incruster. Je pense qu'il y a un peu effectivement de doute dans une partie de la population, en particulier chez les jeunes parents, au sujet de l'efficacité et des éventuels effets secondaires des vaccins. Mais je pense qu'avec une bonne explication des choses, ça pourrait quand même revenir à des choses une situation probablement plus logique par rapport au comportement vis-à-vis des maladies infectieuses. L'autre raison pour écrire ce livre, c'était plus un besoin personnel de raconter au fond une histoire, c'est-à-dire l'histoire des maladies infectieuses, pas dans l'ancien temps, celle de nos parents avant les antibiotiques et les vaccins. Et justement, voilà. À quoi ressemblait le monde d'hier sans la vaccination ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça ? Le monde d'hier sans la vaccination, c'était 150 enfants qui décédaient sur 1000 qui naissaient en 1900. C'était la tuberculose, c'était la diphtérie, c'était la coqueluche, c'était la rougeole, c'était les surinfections pulmonaires de la rougeole. C'était les méningites, c'était les infections à pneumocoque, c'était beaucoup de choses qui pesaient très lourd sur les familles et sur les sociétés. C'était beaucoup de malheurs quand même, les maladies infectieuses. Alors aujourd'hui, elles ont disparu très largement grâce aux vaccins. Et au fond, on est dans une situation un petit peu bizarre. Et je comprends à la limite le sentiment des jeunes parents. Dans la mesure où ces maladies ne les voient plus. Je ne sais même pas si on en a parlé en réalité. Les vaccins, au fond, ce qu'ils nous envoient, ce ne sont pas les effets, puisque globalement, les maladies ont été éliminées. C'est simplement, de temps à autre, les effets secondaires. Et on est dans une espèce d'inversion de logique qui m'a amené, entre autres, effectivement, à écrire ce livre et à essayer d'expliquer. J'espère avoir essayé réussi à le faire, en tout cas, avec, disons, mon expérience, mes connaissances et ce mélange de médecine et de recherche qui a caractérisé ma carrière. Je voudrais aussi que tout le monde soit bien conscient que la situation qu'on vit dans nos pays nantis ne correspond pas exactement à la situation que vivent les familles dans ce qu'on appelle les pays en voie de développement. Les maladies infectieuses restent lourdes en termes de poids de santé sur les sociétés, mais aussi les maladies infectieuses, c'est un frein au développement. Donc c'est un problème de santé globale. Tout le monde a le mot global à la bouche. La santé aussi, elle est globale et on doit se vacciner ici et ailleurs de la même façon, de façon à un jour ou l'autre arriver à éliminer les maladies infectieuses. En lisant votre livre, on s'aperçoit aussi que finalement, dès le début, là aujourd'hui, il y a des
groupes anti-vaccins, on s'aperçoit que ça a toujours existé, ça. Depuis le début de la vaccination, il y a toujours eu des groupes anti-vaccins. Oui. Comment on peut l'expliquer ? Je pense que les groupes anti-vaccins sont toujours restés très minoritaires tout de même. On peut quand même considérer que le bon sens et de la vaccination, qui fait partie pour moi d'éléments de bon sens, à la limite plus que d'éléments médicaux ou scientifiques, ont prévalu très très largement, ce qui a d'ailleurs permis avec succès d'éliminer une bonne partie des maladies infectieuses. J'ai oublié de prononcer le mot poliomyélite tout à l'heure. Je pense qu'il faut imaginer ce qu'était le drame des familles quand une polio tombait sur un enfant dans une famille. Tout ça s'est disparu. C'était un drame terrible. Donc, il y a toujours eu des courants anti-vaccins qui sont restés extrêmement minoritaires, mais d'autant plus actifs qu'ils étaient minoritaires. Il y a eu au XIXe siècle des courants contre la vaccination, contre la variole. On en serait où aujourd'hui si on les avait écoutés ? On aurait encore la variole à nos portes ? Justement, il y a Jérôme qui dit qu'il y a de plus en plus de conspirationnistes qui publient n'importe quoi et les gens ont tendance à aimer ça. Et inversement, il y a aussi Ahmed qui dit qu'il n'a pas confiance aux vaccins commerciaux. Bref, c'est des avis assez divergents. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui... est-ce que c'est Internet qui participe ? Est-ce que vous pensez que ça grandit ce genre de phénomène conspirationniste aujourd'hui ? Je ne sais pas si le phénomène grandit dans la mesure où je n'ai pas véritablement de statistiques, mais en tout cas, il s'accentue en virulence. Et je pense qu'Internet, effectivement, sans vouloir stigmatiser Internet, facilite la diffusion de ce que j'appelle le venin anti-vaccin. Maintenant, la question, c'est justement, on est dans une période un peu de doute, même si le doute n'est pas toujours très incrusté, et j'ai peur qu'effectivement ces activistes anti-vaccinaux aient finalement un impact sur ces gens qui doutent, et qu'on soit un petit peu en situation de faiblesse de notre côté, dans la mesure où nous, on est amené à expliquer scientifiquement, avec des réalités, des choses objectives et prouvées. Eux ont tendance à lancer des invectives et des accusations non soutenues par la science, par les données scientifiques. Et donc ils sont dans une situation beaucoup plus libérée, je dirais, par rapport à tout ça. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire avec nos concitoyens pour leur expliquer la réalité des choses. Alors justement, vous dites on n'a pas beaucoup de chiffres pour montrer finalement ce désamour des vaccins. On a quand même, là pour exemple, la couverture vaccinale pour la grippe, puisque c'est le sujet du moment. Avant le fiasco des millions de doses de vaccins de Roselyne Bachelot en 2009, on avait, je crois, 62% des plus de 65 ans qui se vaccinaient. Aujourd'hui, il serait plus que 47%. Il faut un peu regarder les choses aussi. Il y a deux types de vaccins, au fond. Il y a les vaccins de la prime enfance. Ceux-là, il est absolument essentiel de les maintenir dans la mesure où c'est ce qui sauve quand même la vie de nos enfants. Et puis, il y a d'autres vaccins en cours de vie, en particulier le vaccin antigrippal. Alors, le vaccin antigrippal, on pouvait imaginer effectivement que faire la grippe tous les ans, quand on est un adulte en bonne santé, on peut se payer, entre guillemets, ce petit luxe. Mais on voit bien que notre population vieillit de plus en plus, la durée de vie s'allonge, on a une frange importante. En 2025, on aura probablement environ 20 à 25% de la population française qui sera au-dessus de 65 ans. Et ça ne va ne faire que croître, et c'est bon signe, ça prouve que la médecine, ça marche et que les gens se portent mieux. Mais toute cette frange de la population qui a un système immunitaire qui doucement se dégrade, comme le reste d'ailleurs, à partir d'un certain âge malheureusement, elle devient extrêmement fragile à un certain nombre de maladies, en particulier à la grippe et aux infections pneumococciques, parce que souvent c'est la grippe. Les personnes décèdent éventuellement d'une surinfection bactérienne de la grippe, en général d'une pneumonie à pneumocoque. Donc il y a tout un chapitre de la médecine qu'il faut revoir très très sérieusement, qui est celui de la vaccination des personnes âgées, bien entendu, et de la vaccination des personnes qui entourent les personnes très âgées, car encore une fois, si les vaccins marchent un petit peu moins bien chez les personnes de grand âge, il faut les protéger par une bulle formée par les personnes avec lesquelles ils sont en contact, qui sont vaccinées. Alors, il y a des progrès à faire aussi sur la vaccination chez les personnes âgées. Il est clair que
Un des défauts de la vaccination universelle, c'est qu'on vaccine tout le monde de la même façon, avec les mêmes doses, et ainsi de suite. Il va falloir véritablement rentrer à un certain degré dans ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée, c'est-à-dire avoir des vaccins qui sont non pas spécifiques d'une personne, d'un individu, c'est impossible, ça coûterait trop cher de toute façon, mais qui sont caractéristiques et dédiés à une frange de la population, une catégorie de la population, en l'occurrence les personnes âgées, c'est la priorité des priorités. Moi j'ai toujours qu'on s'accommodait au fond au début du XXe siècle de la mort de tous ces enfants, parce que ça paraissait naturel que les enfants meurent, on en faisait beaucoup pour compenser, et puis voilà. On a réussi à éliminer tout ça. On est passé de 150 pour 1000 à 3 pour 1000 en mortalité infantile. C'est formidable comme progrès. Pourquoi on ne ferait pas la même chose maintenant pour les personnes âgées? Il n'y a aucune raison que ces personnes meurent de la grippe. Je veux dire, le fatalisme, pour moi, n'est pas une attitude défendable. Parmi ces gens-là, il y a des tas de personnes qui sont très actives, qu'on aime. Pourquoi les laisser mourir d'une maladie qu'on peut prévenir? Beaucoup de gens qui nous remercient d'aborder le sujet, donc on les remercie aussi de nous suivre, hein, ils sont très nombreux. On a quelques témoignages. Il y a Gilbert qui a une question directe pour vous, monsieur Philippe Sansonetti. Y a-t-il des contre-indications au vaccin de la grippe et si oui, lesquelles? Pourquoi mon médecin, suite à une greffe, me déconseille de me faire vacciner? Oui, alors ça c'est une excellente question. Bon, il y a très peu de contre-indications au vaccin contre la grippe, en dehors éventuel d'antécédents d'allergie à l'occasion d'un vaccin. Il y a cette notion, et d'ailleurs il y a une association, il y en a probablement plusieurs d'ailleurs, qui s'est créée pour tout ce qui concerne la vaccination des personnes immunodéprimées. Et là encore, ça fait partie de ces situations où, au fond, la vaccination universelle ne rentre pas exactement dans les purs et où il faut mettre un certain degré de personnalisation. Alors, d'abord, on ne vaccine pas les personnes immunodéprimées. Je globalise un petit peu, avec des vaccins vivants, parce qu'il y a un risque de développement de ce vaccin, c'est-à-dire que l'atténuation qui est propre au vaccin soit levée par l'immunodéficit. Mais tout ça est laissé à finalement l'analyse du médecin traitant et des équipes soignantes. Tous les autres vaccins qui sont des vaccins inertes, donc qui ne sont pas des vaccins vivants, ne sont pas contre-indiqués. Au contraire, le seul problème, c'est qu'ils sont de facto moins efficaces, puisque le système immunitaire fonctionne moins bien. Donc c'est là qu'il y a un certain degré de personnalisation, en fait, et de progrès à faire en matière de vaccinologie. Un des obstacles majeurs, au fond, ce qui fait la force de la vaccination universelle, c'est son rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire que c'est une intervention médicale qui coûte relativement peu cher, avec un bénéfice colossal. Si on commence à singulariser les vaccins, à les personnaliser, il est clair que le coût va monter considérablement, et ça va devenir probablement, en termes d'intervention de santé publique, moins intéressant. Mais quand ça concerne une catégorie particulière de patients, il est évident qu'il va falloir le faire, et c'est en cours d'ailleurs. Et en attendant ça, il faudrait vacciner les autres. Et alors, merci de me le rappeler, il est essentiel que l'entourage soit vacciné. Dans cette épidémie de rougeole qu'on a eue entre 2008 et 2015, il y a eu 10 décès. Et sur les 10 décès, 7 étaient des personnes immunodéprimées, des enfants, des jeunes adultes qui ne pouvaient pas par définition être vaccinés. Mmh. Donc il faut vacciner. Il y a eu justement le sujet qui est ressorti. Là, faut-il vacciner les personnels soignants et d'ailleurs tous les personnels dans les maisons de retraite, par exemple, pour protéger... Et c'est une question d'Elsa, d'ailleurs, et la vaccination du personnel soignant, donc ça tombe à pic. Je suis infirmière et à quel moment doit-on réfléchir en tant que personne ou en tant que professionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de différence entre être une personne et être un professionnel par rapport à la grippe. Maintenant, effectivement, je pense que les personnels médicaux, paramédicaux, dans les hôpitaux, dans les maisons, les EHPAD ou les maisons de retraite qui hébergent des personnes très âgées, pour ce qui me concerne, se doivent d'être vaccinés dans la mesure où c'est la seule façon d'établir un vrai paravent autour de ces personnes, une vraie, comme je disais tout à l'heure, bulle de protection. Donc, pour ce qui me concerne, c'est à la fois une nécessité médicale et en même temps, c'est un devoir civique. Et je pense que le personnel médical
devrait ou doit s'honorer de montrer l'exemple dans ce domaine. Bon, après, est-ce qu'il faut obliger, est-ce qu'il faut remettre en place l'obligation? Si on n'arrive pas à ça par des explications, je pense qu'il faudra remettre effectivement une obligation du personnel soignant pour la grippe. C'était d'ailleurs les conclusions de la concertation citoyenne par Marisol Touraine. C'est que, et pour les enfants, en attendant... Alors ça, c'est l'autre problème. Si on revient à la vaccination de la prime enfance, tous les vaccins qui sont proposés à l'heure actuelle sont non seulement utiles, mais nécessaires. Donc pas seulement ceux qui sont obligatoires. Cette espèce de double niveau qui en fait est historique, des vaccins obligatoires et des vaccins conseillés, sur le plan de la santé publique, n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Dans les vaccins conseillés, il y a le vaccin contre la rougeole, alors qu'au fond, c'est ce qu'on voit réapparaître le plus rapidement en ce moment avec la baisse de couverture vaccinale. Dans ce vaccin, il y a le pneumocoque, qui est vraiment une des premières causes de mortalité infantile, en particulier dans la première année. Dans cette liste de vaccins conseillés, il y a la méningite, le méningocoque. Je ne ferai pas de commentaires sur l'épisode récent. Donc il n'y a aucune raison actuellement qui justifie de conserver cette différence entre vaccins obligatoires et vaccins conseillés. Pour moi, ils sont tous... Alors, appelons-les obligatoires pour simplifier un petit peu la situation. En tout cas, ils sont tous les faire. Indispensables à la santé de l'enfant. D'accord, donc tout ce débat autour du DT polio, donc le vaccin contre la diphtérie, le tétanos polio, qui est le seul obligatoire, qui est... Bon, je comprends... la pénurie... Je comprends qu'on comprenne mal. Ça, et je comprends qu'il y a un besoin énorme de clarté et d'explication du côté des autorités sanitaires, du côté du monde médico-scientifique et du côté des industriels. Il y a effectivement des couacs qui ne sont pas finalement acceptables. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, tous ces vaccins sont indispensables. Donc, quel est l'utiliser au fond cette faille est plus un artifice pour essayer de dévaloriser les vaccins qu'autre chose. Et il y a Michel qui dit, enfin ça rejoint un peu ce sujet-là aussi, pourquoi intégrer plusieurs vaccins en une seule injection? Et ce qui revient aussi à une autre question de Daniel qui nous parle justement des vidéos qu'il peut voir sur le web, disant que justement il le dit que des vaccins non obligatoires sont packagés avec des vaccins obligatoires, faisant alors exploser le prix. Est-ce que c'est juste? Il demande vraiment la question, est-ce que c'est juste ça? C'est juste dans la mesure où ce vaccin il coûte le prix qu'il doit coûter. Effectivement, s'il y a 6 valences dans un vaccin, ça va coûter obligatoirement 2 fois plus cher que s'il y en a 3, enfin, en gros. Donc c'est logique, donc il n'y a pas de manipulation sur les prix. Il faut savoir aussi quand même que les vaccins s'enchérissent parce qu'ils nécessitent des investissements technologiques et des essais cliniques de plus en plus lourds. Donc de ce côté-là, je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Oui, mais bon, quand même, il y a quand même des groupes qui disent que cette pénurie, elle a complètement été organisée par les industriels. Est-ce que c'est du complotisme? Est-ce que quelque part ça arrange aussi les labos de vendre plus de vaccins et de surfer un peu sur cette vague vaccin obligatoire, vaccin recommandé? Est-ce que finalement ça les arrange pas aussi les labos? Moi je suis pas industriel, j'ai pas de lien direct avec le monde industriel, donc c'est plutôt aux industriels de venir expliquer la logique de leur attitude. Je pense qu'il y a quand même effectivement pas mal de complotisme dans tout ça. Mais pour revenir à la toute première question, qui était aussi une question importante, qui est celle de savoir pourquoi on met plusieurs vaccins en un seul, c'est pour des raisons aussi de pratique. On va dire, ces pauvres gamins, on les pique une fois, on ne va pas les piquer 6 fois de suite pour leur donner 6 vaccins différents. Donc il y a un avantage. L'autre avantage, c'est qu'on peut, sur l'ensemble du cocktail vaccinal, ne mettre qu'un seul adjuvant, ce qui fait puisque l'adjuvant est actuellement perçu sociologiquement comme quelque chose qui peut poser problème, même si de toute façon c'est indispensable au vaccin, on n'en met qu'une fois dans une seule dose. Et voilà, donc ça n'a que des avantages au fond.
Pour revenir sur l'adjuvant, hein, les adjuvants, c'est eux qui concentrent les critiques les plus virulentes contre les vaccins. On appelle ça même le sale petit secret des immunologistes. C'était Genouet qui disait ça. Est-ce que les sels d'aluminium généralement utilisés sont dangereux? Est-ce que vous pouvez répondre à... Le sale petit secret des immunologistes, c'est moi qui ai introduit ça dans mon livre, en sachant très bien que ça risquait d'être repris comme un argument négatif pour les adjuvants, mais j'ai essayé d'être vraiment transparent sur l'ensemble de la ligne. De toute façon, il faut bien se faire à l'idée que pour un certain nombre de vaccins, de toute façon, il n'y a pas de vaccin sans adjuvant. Pour un certain nombre d'entre eux, il n'y a pas besoin d'adjuvant. Donc il faut vivre avec si on veut avoir une efficacité vaccinale correcte. Les sels d'aluminium ne sont pas le seul adjuvant, mais c'est sans doute celui qui a été le plus utilisé, hein, ça fait 90 ans qu'on l'utilise, c'est celui qui a les meilleures performances en matière d'adjuvanticité, et donc il est extrêmement difficile d'en sortir, même s'il y a des tentatives. Il y a des vaccins qui sont maintenant adjuvantés avec du phosphate de calcium, avec un certain nombre d'autres adjuvants, des scalènes, c'est-à-dire des émulsions lipidiques. On va avoir de plus en plus de produits issus de bactéries qui stimulent le système immunitaire. Donc je pense que le long terme est à la transition et à l'utilisation d'adjuvants dont on espère qu'ils seront encore mieux tolérés que les adjuvants actuels et qui sortiront peut-être un petit peu des angoisses qui portent sur l'aluminium. Moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas d'argument pour l'instant concernant la toxicité de l'aluminium, dans la mesure où ce sont des petites doses données au fond très peu de fois dans la vie d'un individu, et qu'il y ait des complications, des petites réactions locales qui persistent, c'est une possibilité. Mais donc construire, je l'ai dit d'ailleurs dans l'article du Point, hein, une histoire complète autour de ça me semble pour l'instant non étayé et un peu dangereux pour la vaccination. Donc là, on parle de Romain Guérardi, hein, le chef du service en pathologie neuromusculaire à Henri Mondor, qui dit que les adjuvants aluminiques seraient responsables d'une nouvelle maladie, la myofascite à macrophages, qui provoquait une fatigue chronique et de l'arthralgie. Ouais. Non, je crois que Romain Guérardi fait un travail de scientifique. Il essaye de travailler sur la problématique de l'aluminium dans l'optique d'une toxicité. Et il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur ces domaines-là. On le voit bien dans notre société moderne qui n'est plus prête à tolérer un certain nombre d'éléments d'addition dans les aliments, dans les médicaments. Mais pour l'instant, très honnêtement, à part la découverte qui est indiscutable d'une petite réaction chez un certain nombre de personnes dans le muscle deltoïde, avec probablement la persistance de quelques particules d'aluminium, le reste de ce syndrome de fatigue chronique, pour moi, dans l'état actuel des choses, est une construction autour d'une, sans doute, réalité, mais sans véritable conséquence. Maintenant, si ces travaux démontraient un jour qu'il y a effectivement quelque chose, et s'il y a quelque chose, c'est vraiment extrêmement rare, hein, il faudrait en tirer les conséquences. Et je pense d'ailleurs que même dans les milieux industriels, il n'y a pas une obstination définitive sur l'aluminium. Comme je disais tout à l'heure, on est en permanence en sciences et en médecine, on est dans une situation de transition. On est dans une situation de transition du moins bien vers le mieux. Alors, considérons que dans l'état actuel des choses, on est au mieux qu'on pouvait en matière de développement vaccinaux et que tout le monde fait des efforts pour améliorer les choses et en particulier pour essayer de tendre vers ce qu'on appelle le vaccin zéro risque. Mais bon, ça prendra du temps, ça prendra des investissements et ça nécessitera de nouveau des essais cliniques avec de nouveaux adjuvants. On n'est pas au bout de nos peines. Donc pour arrêter l'aluminium, c'est pas pour demain. Arrêter l'aluminium, a priori, c'est pas pour demain, mais pourquoi pas si véritablement il s'avérait qu'il y ait quelque chose. Moi, personnellement, moi-même et d'autres, hein, il y a eu des travaux, il y a eu un rapport de l'Académie de médecine, et je ne parle que de la France, il y a eu un rapport de l'OMS. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus pour rassurer les populations ?
Et quid des autres polémiques, hein. On a aussi, il y a eu aussi une polémique qui est attribuée au vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, des liens avec l'autisme. Et ça fait quelques années que ça perdure, cette idée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Il y avait une étude à l'époque qui était sortie. Il y a un papier qui a été rétracté, qui était au fond un papier frauduleux. C'est le problème en médecine et en sciences, c'est quand on a une idée et qu'on la pousse au-delà des évidences. Et ce qu'a fait Wakefield est dans une certaine mesure... Wakefield, c'est l'auteur de cet article qui incrimine les vaccins ROR dans l'autisme. Le vaccin ROR, en particulier le vaccin rougeole dans l'autisme. Son étude clinique ne tenait pas la route. Elle a d'ailleurs été faite dans des conditions parfaitement non éthiques, avec des ponctions lombaires à des enfants. Bon, je veux dire, il y avait derrière tout ça un comportement qui était hors des standards de minimum de l'éthique médicale et scientifique. Et en plus, les résultats étaient faux. Le problème, c'est que, et le papier a été rétracté, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'une fois que le venin, encore une fois, est instillé, vous savez, c'est Francis Bacon, hein, c'est calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et ça, pour moi, très sincèrement, pourtant Dieu sait si j'essaye d'être posé et d'expliquer les choses, c'est de la délinquance contre la santé publique. Carrément. Est-ce qu'on manque de figures médiatiques, du coup, pour renverser la tendance ? Parce que les courants anti-vaccins, on les entend, mais... finalement, de l'autre côté, est-ce qu'on a... J'espère qu'avec ce livre, on va peut-être réveiller un petit peu les consciences. Et vous savez, ce que j'aimerais bien qu'on réveille, c'est le bon sens, à mon avis. C'est ça le plus important. Vous dites aussi que, dans votre livre, vous dites aussi que les généralistes sont le pilier du système vaccinal. Or, on voit dans un sondage que les généralistes, 15% d'entre eux ne font pas tout à fait confiance au vaccin. On a 40% qui pensent que les vaccins recommandés sont moins importants que les obligatoires. Est-ce qu'on manque aussi de formation ou d'information du côté des généralistes qui se retrouvent face aux mamans inquiètes, qui ont peur de vacciner leurs enfants ? Oui, je crois que ça fait partie de ce problème global. Maintenant, encore une fois, quand on fait le bilan, la couverture vaccinale en France, elle n'est pas si mauvaise que ça. La rougeole est un petit signal d'alarme parce qu'on a besoin d'une couverture très, très élevée de manière à éliminer la maladie. Donc dès qu'on passe un tout petit peu en dessous du seuil, ça démarre. Mais globalement, les enfants sont vaccinés parce que les médecins font bien leur travail. Maintenant, effectivement, dans l'ambiance de doute qui a l'air de se développer et avec un certain nombre d'arguments fallacieux qui sont instillés, encore une fois, sur Internet ou ailleurs, les livres, il y a beaucoup de livres anti-vaccins à l'heure actuelle. Il suffit de regarder sur un certain nombre de circuits de distribution. Donc, on a le médecin, il est exposé à ça, et il a du mal parfois effectivement à répondre. C'est-à-dire, je pense que quand on lui pose la question sur l'utilité des vaccins, la réponse est généralement oui. Quand les parents commencent à rentrer dans les détails, parce que les gens sont éduqués, ils lisent, parfois pas toujours la bonne littérature, mais au moins ils lisent, ils se renseignent. Quand on commence à rentrer dans les détails sur les adjuvants, alors je voudrais ceci avec un adjuvant, je voudrais ceci sans adjuvant, et ainsi de suite. Ils ont du mal, les médecins, à répondre à ça. Oui, il y a un petit côté supermarché. Enfin bon, c'est pas des sujets dans lesquels il faut rire, bien entendu, mais il faut... Chacun prend le vaccin qui l'intéresse ? C'est un peu ça aujourd'hui ? On en arrive un petit peu là. Je veux pas l'hépatite B, mais je veux bien... Alors, je veux pas l'hépatite B, mais je veux pas le vaccin contre l'hépatite B, parce que l'hépatite B, je risque de l'avoir. Donc... je sais pas, je comprends pas très bien tout ça. Il y a Ali qui demande une question assez pratique. Quelles sont les conditions à remplir avant de se vacciner et comment peut-on savoir que nous sommes vraiment immunisés contre l'agent pathogène ? Est-ce que c'est vraiment possible de savoir ça en définitive ? Non, en règle générale, c'est aussi une très très bonne question. Mais là, il parle bien entendu de la vaccination de l'adulte. Il y a, pour certains vaccins, on peut avoir ce qu'on appelle technique des corrélats de protection. C'est-à-dire en prenant du sang, on peut avoir le titre d'anticorps contre l'agent pathogène, donc ce qui a été induit par le vaccin, et savoir qu'au-dessus d'une certaine concentration d'anticorps spécifique de ce pathogène, on est protégé. Au fond, on fonctionne sur un système qui est beaucoup plus simple, et encore une fois, qui est celui de la vaccination universelle. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'une personne a reçu
un vaccin et les rappels nécessaires, parce qu'il faut souvent associer des rappels, une immense majorité, c'est-à-dire plus de 95% de la population est protégée. Après, il y a des petits trous dans la protection qui sont en fait liés au patrimoine génétique des individus, parce qu'on est tous différents des uns des autres. Donc il y a quelques individus pour un vaccin donné qui vont moins bien répondre que d'autres. Mais au fond, tout ça disparaît grâce à l'effet global de la vaccination. C'est-à-dire que cette personne qui va être relativement mal vaccinée parce que son patrimoine génétique fait qu'elle a mal répondu au vaccin, va être protégée par son voisinage, puisque son voisinage est vacciné. Donc c'est ça le tissu global de la protection, et c'est ça qui permet au fond à la vaccination universelle de marcher avec une efficacité et un coût qui est raisonnable pour les systèmes de couverture sociale. Et il y a Sylvie qui vous qui nous dit qu'on ne pose pas ces questions à vous, mais bon, juste, vous en avez posé quelques-unes, donc voilà, ça prend un peu de temps. Qui vous dit que vous niez les effets secondaires du vaccin de manière générale, et qui dit, je cite, que vous êtes un intégriste de la vaccination. Alors voilà, il n'y a pas de censure. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Si cette dame sait que je suis un intégriste, j'ai pas grand-chose à lui répondre. Les certitudes sont ce qu'elles sont. Si elle lit mon livre, ou elle me fait l'honneur de lire mon livre, elle verra que je ne suis pas un intégriste de la vaccination, que je parle des effets positifs, des effets secondaires, que je ne nie pas les effets secondaires, qui restent dans l'immense majorité des cas relativement limités, éventuellement simplement locaux, que tout ce qui a été raconté sur les vaccins donnant la sclérose en plaques, donnant l'autisme, c'est faux, ça n'a pas été vérifié par des études extrêmement bien menées sur des grandes populations, et qu'il faut aussi réfléchir encore une fois à ce qu'étaient les maladies infectieuses avant la vaccination, supprimer les vaccins, et vous verrez que le sujet de réflexion va changer complètement d'objectif. Très bien, il y a Mégane qui pose une question aussi. Pourquoi est-ce que certains médecins remettent en cause la vaccination obligatoire finalement? Est-ce que vous en connaissez? Il y a eu quelques témoignages de médecins de famille qui disent vous savez peut-être que voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que vous appelez de remettre. Ce que vous demandez, c'est l'idée de remettre en question l'obligation de la vaccination. C'est ça la question. Si, ça a été la conclusion de la consultation citoyenne sur la vaccination. L'idée est, à terme, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, de supprimer la notion d'obligation, qui effectivement, dans le monde moderne, est un concept qui a tendance à être un peu repoussoir. Mais ça ne peut pas se faire en l'absence d'une véritable compréhension du sujet et des conséquences qu'aurait le fait d'utiliser la disparition de l'obligation pour ne plus se vacciner. Donc on est là dans un conflit en termes de santé publique qui est dramatique. On voit bien quand même que certaines interventions ont permis de faire avancer les choses grâce à l'obligation. Un exemple qu'on prend très régulièrement, c'est celui de la ceinture de sécurité dans les automobiles. Il y a 30 ans, tout le monde hurlait quand on parlait de rendre obligatoire la ceinture de sécurité. Maintenant, plus personne n'aurait dans l'idée de ne pas mettre sa ceinture en montant dans son véhicule. Et on a vu la courbe de mortalité sur les routes diminuer de façon exponentielle. Donc, bon, c'est un monde très difficile. Si on supprime l'obligation demain, les Français ne sont pas assez mûrs pour prendre conscience. Je ne dis pas que les Français ne soient pas mûrs, parce que je trouve que ça aurait un côté finalement un peu méprisant pour nos concitoyens. Mais je pense que globalement, on n'est pas suffisamment, à l'heure actuelle, informé de la problématique des vaccins pour pouvoir se permettre du jour au lendemain de supprimer l'obligation. Maintenant, si on supprimait l'obligation des vaccins sur une population de Français bien au courant du sujet, pourquoi pas, on verra à l'avenir, peut-être dans un avenir relativement proche. Il manque de toute façon, et ça on en avait déjà discuté, un vrai site média d'information pour tout le monde. Pour les médecins, avec peut-être des degrés variables de détails et d'explications, pour les parents, pour tous ceux ou celles qui, à un moment ou à un autre, sont confrontés à cette nécessité vaccinale, pour comprendre ce qui doit être fait et comprendre aussi les conséquences de ne pas le faire.
D'ailleurs, quand on arrête l'obligation d'une vaccination, je crois que c'était le cas au Japon, si je me souviens bien, dans votre livre, on avait arrêté la vaccination contre la coqueluche. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrête une vaccination demain là ? Quand on arrête une vaccination contre la coqueluche repart aussitôt, parce que le bacille de la coqueluche circule à bas bruit, sans causer de maladie, parce qu'il y a la couverture vaccinale qui le maintient. C'est un peu une ligne de front, si vous voulez, c'est un équilibre. Et donc, dans les mois qui suivent, la coqueluche repart. C'est une évidence. Une évidence. Pareil pour la rougeole. Et donc pour conclure, parce que là ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, il y a Ovali Dom qui nous dit, pour moi il a été utile, entre guillemets, apparemment, peut-être pas. Et finalement la conclusion c'est que le vaccin, on ne sait jamais s'il a été vraiment utile pour nous. Peut-être, à titre individuel. À titre individuel, évidemment. Effectivement, voilà, c'était pour ça aussi que c'est toujours relativisé. C'est juste que quand on s'est vacciné, on ne sait pas si on aura pu attraper. Sans vaccin, c'est un peu la roulette russe avec les maladies infectieuses. Il n'y a pas la certitude qu'on va les attraper, mais malheureusement, les chances sont élevées. Donc, dans ce climat de doute profond, quand même, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents, aux mamans qui hésitent à vacciner leur bébé là tout de suite ? Je voudrais juste corriger amicalement le terme de doute profond. Je pense qu'on est en train de faire de quelques sondages dont on discute quand même pas mal à l'heure actuelle la validité et qui ont dit que certaines personnes, un pourcentage non négligeable, hésitaient, se posaient des questions quant à l'efficacité ou au risque des vaccins. On est en train de passer au-delà de cette hésitation au doute profond. Et j'ai déjà lu que la moitié des Français étaient hostiles au vaccin. Donc il faudrait qu'on fasse un petit peu attention aussi. C'est pas de la sémantique à ce qu'on dit, parce qu'à force de marteler ça, on va finir par en faire une certitude et une réalité. Or c'est faux. Et je pense qu'il faut faire vraiment attention. Et je dis très sincèrement à ce qu'on dit. Aujourd'hui, aux mamans, à mes mamans à moi, filles, nièces et autres, je leur dis de vacciner leurs enfants, bien entendu. Très bien. On va s'arrêter sur ces phrases-là. Donc merci Philippe Sansonetti d'être venu. Je rappelle, vous sortez donc Vaccins, pourquoi ils sont indispensables aux éditions Odile Jacob. Gwendoline, merci aussi d'avoir mené cette interview. On se retrouve nous pour un nouveau Facebook Live jeudi matin après le débat, au lendemain du débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Avec Emmanuel Beretta, on sera là pour débriefer tout ça et voir comment se profile le deuxième tour. Voilà, donc merci beaucoup et n'hésitez pas à cocher la petite case à la fin de la vidéo sur les notifications pour être averti des prochains Facebook Live qu'on va réaliser. Voilà, donc c'est à vous de revenir nous voir très prochainement. Voilà, merci beaucoup, à plus.